Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici dans la station d'Albier-Montrond pour une épreuve de Coupe d'Europe de ski de boss en direct sur l'antenne de 8 Mont-Blanc. Alors, ça va être un très grand spectacle ici aujourd'hui avec beaucoup de grands champions et comme vous pouvez le voir autour de moi, beaucoup de belles personnes importantes également. Et je vais commencer tout simplement avec un petit mot du directeur de course, Gilles Tessier. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était une préparation vraiment imposante pour les équipes de la station pour déjà mettre en œuvre et préparer cette piste dans les meilleures conditions possibles. Il n'y avait pas beaucoup de neige dans la station comme dans toutes les stations il y a encore 15 jours et il y a eu une période de froid, des gros efforts d'Albier pour pouvoir produire de la neige pour pouvoir produire cette course ensuite et on a des gros volumes de neige qui nous ont permis de construire une piste de boss digne de ce nom. Digne de ce nom, et c'est même quasiment dans les conditions Coupe du Monde aujourd'hui. Oui, on peut dire que c'est les conditions Coupe du Monde, si ce n'est que la piste est un peu plus courte. Les normes sont les mêmes, si ce n'est qu'une piste de Coupe du Monde peut faire une trentaine de mètres de plus. Alors, on a la chance d'être accueillis ici dans cette station d'Albier-Montrond avec Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'ici à Albier, on a une longue tradition d'amour avec le ski de boss et notamment qui vous touche particulièrement. Oui, effectivement, puisque mon fils était compétiteur, était en Coupe du Monde avant et est passé entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui. Alors c'est important pour la station que d'accueillir des événements comme celui-ci, vraiment, ne serait-ce que pour rayonner un peu plus dans les domaines skiables aujourd'hui français qui sont tous à la pointe. Oui, tout à fait. Ça nous permet on est très heureux déjà de pouvoir organiser la première Coupe du Monde du circuit 2017. On a eu un peu de mal, disait Gilles, la neige n'était pas au rendez-vous, les conditions climatiques n'étaient pas vraiment favorables, mais on est arrivé et ça nous donne une certaine notoriété pour la station. Alors c'est vrai que la notoriété, il en faut, surtout quand on a des grandes ambitions, des grands projets pour cette station. Je me tourne vers le directeur du syndicat de Pays de Maurienne et c'est vrai que des grands projets, on en a et notamment sur des liaisons skiables avec le domaine des Caralis qui est pas loin. Oui, c'est un réel plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui à Albier-Montrond, au cœur d'un domaine qui ne demande qu'à grandir, puisqu'un projet de liaison avec la station voisine des Caralis est en préparation et nous ne pouvons que nous féliciter de tels projets dont la vallée a besoin. C'était vraiment nécessaire d'avoir cette liaison et finalement de pouvoir communiquer avec un peu les autres de l'autre côté de la montagne. Je dirais c'est même un peu plus que nécessaire, c'est indispensable. Si l'on veut donner une assise suffisante à la fois à la station des Caralis et à la fois à la station de Albier-Montrond, c'est que ces deux stations se rejoignent pour n'en former plus qu'une. Tout simplement, un grand projet et qui va donc se concrétiser dans les prochains mois ? Un grand projet qui va se concrétiser rapidement avec le dépôt des dossiers réglementaires, mais qui donne un sens à cette liaison, un sens à la vie de ces communes de montagne. Vous l'avez rappelé, la compétition d'aujourd'hui de portée européenne a toute son importance dans la station d'Albier-Montrond et demain au cœur de ce domaine, Albier-Montrond, les Caralis. Merci beaucoup, Monsieur Duruet. Et je me retourne vers Fabien Bertrand. C'est avec toi que on va avoir le plaisir de commenter cette Coupe d'Europe. Et on est bien d'accord. Ici, les petits jeunes, ils en veulent. Et il y a un gros niveau qui se rapproche de celui vraiment international, de celui Coupe du Monde. Oui, alors, la Coupe d'Europe, c'est le niveau juste en dessous de la Coupe du Monde. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait nos jeunes de 15-20 ans fassent des résultats et surtout nous séduisent, nous les sélectionneurs, pour leur donner une place en Coupe du Monde. Maintenant, la piste est pas mal et je pense qu'on va assister à un beau spectacle, surtout qu'il y a une finale en duel et le duel c'est vraiment la classe pour le ski de boss. Alors, toi, tu es directeur du ski freestyle auprès de la FFS et c'est vrai que tous les petits jeunes qui sont là, ils ont la possibilité, c'est l'antichambre du meilleur niveau du monde. Après, il faut qu'ils fassent leurs preuves. Nous, on est là pour les détecter. Alors, on ne va pas chercher un résultat forcément. On est là pour détecter du potentiel technique plus que le résultat. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a comme 6 Français en finale, plus 3 Anglais qui sont en train de finaliser. Donc, ça sera fait, j'espère, d'ici moins d'1 an. Et donc, avec 6 Français et ces 3 Anglais, je pense qu'on aura quelques podiums.
Tu l'as dit, ça va être du très très beau spectacle ici aujourd'hui. On vous fait pas plus languir que ça. Je me tourne vers Gilles et on va lancer le début des hostilités. Il n'y a pas de problème, on peut. Je vais vous le faire en direct. Allez-y. Patrick, pour Gilles. Oui. Tu peux envoyer les ouvreurs? J'ai pas reçu. Ok. Dans le rouge, le dossard 52. Dans le bleu. Et voilà, la course va partir. Nous, on va aller se mettre en position avec Fabien. Messieurs, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve un peu plus loin pour les commentaires. Blue course, ready. Red course, ready. Attention. C'est le parcours bleu qui prendra les pointants en 0,54 secondes. C'est le parcours bleu qui remporte ce premier run d'ouvreur. On va pouvoir passer au deuxième run d'ouvreur. Et donc on se retrouve ici devant cette superbe piste qui est vraiment, on peut dire, très très belle vu les conditions de neige, avec de nombreux jeunes qui vont donc s'élancer aujourd'hui. Et tu le disais Fabien, avec de nombreux Français ici en finale aujourd'hui. Oui, 6 Français. Donc Nicolas Messier qui a gagné l'épreuve qualifiée. Il faut savoir ont été retenus les 16 meilleurs, donc le 1 contre le 16, le 2 contre le 15, voilà, pour établir les têtes de série, et d'ici quelques minutes nous allons avoir les phases finales. Alors, ce qui est quand même un peu particulier avec les bosses, c'est qu'on va alterner les filles et les garçons, puisqu'il y a beaucoup moins de filles que de garçons qui s'élancent dans ce sportif au départ aujourd'hui. Oui, nous avions 23 filles au départ, donc seuls 8 et on avait à peu près une cinquantaine de garçons au départ, donc on a retenu 16 pour la finale. Et donc pour ce premier duel, on va avoir le plaisir de retrouver un Français avec donc Nicolas Messier-Poche qui fait sa deuxième saison en Coupe d'Europe après une année dernière avec quand même 6 top 10. C'était pas mal pour le jeune Français. Et il va être donc opposé à un Finlandais. Oui, donc il va falloir compter sur lui. Donc le Finlandais, je le connais pas. Donc il est possible que ce soit un très bon skieur qui ait loupé ses qualifications. Donc il faut s'attendre à tout en duel. C'est pas parce qu'on est contre le 16e qu'il faut assurer. Et j'espère que ça sera pas le cas pour Nicolas. En tout cas, c'est pas forcément celui qui arrive en bas en premier qui finit qui finit la manche en tête. Voilà. Donc nous avons 5 juges. Donc un juge va noter le temps. Donc le temps, voilà, le premier qui arrive en bas gagne le temps. Ça dépend la différence qu'il y a. Donc s'il y a entre 0 et 0,75 secondes, c'est 3-2 pour le vainqueur du temps. Et s'il y a plus d'une seconde, entre 0,75 et 1 seconde 5, c'est 4-1. Et s'il y a plus de 1 seconde et demie, c'est 5-0 pour le point temps. Après, vous avez 2 juges techniques qui vont aussi mettre des 5 points, donc 3-2, 4-1 ou 5-0 pour le parcours rouge ou le parcours bleu. Et un juge saut qui va déterminer qui a gagné les sauts. Tout en considérant bien évidemment la difficulté de la figure. Voilà, la difficulté et surtout l'exécution, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bien posé et dans l'axe. Donc les juges vont bien regarder ça, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans la même ligne qu'a pris le skieur juste avant. Voilà, et on va l'accueillir ce premier duel justement avec les skieurs qui se mettent en place. Donc Nicolas sera à gauche.
Ah, c'est parti. Donc on a à peu près une vingtaine de mètres avant le premier saut. Donc un back pour Nicolas, un 10 spin à droite pour le Finlandais. Voilà. Et le Finlandais se désunit. Donc là, voilà, alors que Nicolas reste quand même bien propre sur sa technique. Même si Nicolas va perdre le point de vitesse. Aïe, 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 aïe. Petite faute pour le Français. Oui, s'il n'avait pas fait cette faute en réception de saut du bas, je pense que c'était gagné pour Nicolas. Là, ça va être très serré. Je ne peux pas me prononcer à la place des juges, puisque chaque juge est compétent dans son secteur. Donc maintenant, c'est au juge technique de déterminer qui a gagné la technique, qui a gagné le saut. Enfin, après, au juge saut qui a gagné le saut. Le point vitesse, on sait que ce sera le Finlandais. Qui met pas beaucoup de marge quand même finalement entre les deux hommes. Non. Ah. Voilà. Nico a gagné, bravo. Heureusement. Donc voilà, Nico en quart de finale, donc qui s'élancera contre le gagnant, peut-être contre un autre Français, Nicolas Degache, qui s'élancera donc dans une autre 8e de finale d'ici quelques minutes. Voilà. Donc on voit que Nicolas est encore dans le parcours bleu et que le Russe est dans le parcours rouge, donc à droite. Et ça enchaîne. Allez, c'est parti. Bon, les premières bosses en général ne sont pas très significatives. Donc hélico et back. Back pour Nicolas. Hop, voilà. C'est fini pour le Russe. C'est fini pour le Russe. Voilà. Enfin, c'est fini, c'est jamais fini parce qu'il peut se relever. Alors, c'est vraiment fini s'il déchaussait ou alors s'il passait derrière les portes. Voilà, donc ça c'est bon. On le sent bien, le petit Français, voilà. Plus de pression, plus de pression. Donc duel franco-français entre deux Nicolas au niveau de ce premier quart de finale. Voilà. Donc il faut savoir qu'en duel, donc par rapport aux qualifications, c'est la personne la mieux classée aux qualifications qui choisit son parcours. Donc là on a vu que Nicolas Degache a fait 9e au qualif. Le Russe avait fait 8, donc c'est le Russe qui avait choisi son parcours, donc qui avait choisi le parcours rouge. Il y a beaucoup de différences, vraiment de cotation de difficulté entre plusieurs figures qui sont choisies, qui sont réalisées, parce que c'est vrai que maintenant c'est en perpétuelle évolution comme discipline, avec de plus en plus de tête en bas. Alors après en single il y a des coefficients, donc chaque saut est codifié avec un coefficient particulier qui est multiplié par la note de chaque juge. En duel c'est plus à l'appréciation du juge de dire ben voilà le saut là par exemple en haut il y a eu un 10 spin et puis à gauche c'était c'était un hélico et un back, c'est à peu près pareil, c'est à peu près les mêmes coefs, donc les juges ont plus regardé l'exécution. Donc là nous avons... C'est parti pour ce 3e 8e de finale avec Thibaut Mouille, voilà, donc le Français, face au Suédois, voilà. Anton Axeli. Donc le Suédois a commencé à prendre large parce que Thibaut a un peu trop freiné à la réception du premier saut. Un peu en difficulté là. Il a complètement perdu le rythme, notre cher Français. Alors que le Suédois a senti le Français derrière, donc a assuré dans un deuxième temps. Donc là voilà, c'est incontestablement le Suédois qui va gagner ce run. Et Thibaut Mouille pour sa 2e saison en Coupe d'Europe après un top 10 l'année dernière, ce jeune skieur d'Évian qui malheureusement n'a pas réussi à rester groupé sur sa 2e partie de parcours. Voilà, donc après c'est vrai qu'il tombait aussi contre le Suédois qui a fait 5 des qualifs, mais c'est un on va dire des médailles aujourd'hui, ce Suédois. L'équipe de Suède ici arrive en force avec les 3 Suédois qui sont en finale sont capables d'aller sur le podium, voire de gagner. Donc voilà, c'était quand même un sacré client. Donc, on a maintenant 2 Français, donc Gaël Guédon qui commence à être un ancien du circuit mais qui peut être très très fort en duel, qui peut aller très très vite, et Marius Bourdette qui attaque plus ou moins les Coupes d'Europe, donc il commence à faire ses armes. Donc bon, théoriquement Gaël devrait s'en sortir. Gaël qui a tourné en Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, saison c'était 2013-2014. Ouais, donc Gaël a un parcours un peu particulier, c'est que parfois il était très bon en Coupe d'Europe, mais quand il arrive en Coupe du Monde, il n'avait pas forcément le niveau, donc il a un peu navigué. Et ouais, c'est difficile pour lui parce que il n'a pas encore vraiment le niveau de Coupe du Monde par rapport à son âge. On va regarder d'abord sa course. Oh là, voilà, donc on a vu qu'à droite, il y a eu un gros freinage. Et là, en fait, il a senti que l'autre coureur était derrière.
Donc maintenant Gaël a assuré. Donc il devrait remporter facilement ce run, mais en assurant, là il n'a pas vraiment pris de risque. C'est une stratégie aussi que de finir le parcours déjà en bas sur ses appuis. Voilà. Vraiment, c'est vrai que quand on voit ou quand on sent qu'il y a une grosse faute à côté, bon, le but après c'est d'assurer, ne pas se fatiguer parce qu'il y a encore 3 tours derrière si on va jusqu'en finale, mais aussi ne pas prendre de risques pour pas aller au carton. C'est vrai quand on voit ces hommes, forcément, on pense tout de suite à leurs genoux, à ce qu'ils encaissent entre ces bosses. Pourtant, avec la technique qu'ils ont accumulée aujourd'hui, c'est pas que ça passe crème, mais on arrive vraiment à limiter tous les impacts. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avant la technique c'était de rentrer dans les bosses. La technique des années 90, on rentrait en force dans les bosses. Aujourd'hui, la technique est plus à l'avalement. Donc on va essayer d'anticiper chaque amorti. Donc ce sont les genoux qui montent avant la bosse. Ce qui crée nettement moins de choc sur les bosses, sur les genoux et sur tout le corps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à haut niveau, chaque compétiteur fait 3,4 virages à la seconde, ce qui est énorme. Donc il y a vraiment une grosse intensité et qu'on pourrait peut-être voir là, puisque les bosses elles seront assez bien faites sur cette piste, donc sur les runs de finale, ça va aller très très vite. Allez, Martin Suir, le français, en bleu, qu'on va suivre donc sur la gauche de notre écran. Avec le risque qui a fini 3e des qualifs, donc mais Martin est capable d'aller vite. Hein. On le voit sur ses premiers appuis. Donc back et back à côté. Martin a pris un peu d'avance, mais le russe s'est positionné, a une technique aussi bien plus placée qui lui a permis pour de le tenir. français. Voilà. Donc le français a tenté d'accélérer, mais le problème à un moment il n'a pas su garder le rythme, donc il a été obligé de sortir, sinon c'était la catastrophe. Et donc là il faut savoir que comme le français est sorti des portes, donc, il est automatiquement disqualifié. Enfin, c'est pas disqualifié, c'est did not finish, donc ça veut dire qu'il perd le run. C'est considéré comme un abandon. C'est donc le parcours rouge qui va l'emporter à 25 points à 0. Red Course. On retrouve donc un russe dans ses quarts de finale, alors qu'on va suivre un autre duel, celui-ci fratricide entre deux Suédois, dont l'un qui a fini donc 6e, Oscar Olofsson, de ces qualifications, où il y avait quand même un gros niveau. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que le niveau est en train de s'homogénéiser à l'avant de ces classements Coupe d'Europe et avec celui du bas de la Coupe du Monde. Oui, alors il faut savoir qu'en Coupe du Monde, il y a à peu près 60-70 places réparties pour toutes les nations. Donc il faut aller gagner ces places. Et voilà, chaque nation forte, donc la Suède aujourd'hui est une nation forte, a déjà son quota en Coupe du Monde. Donc après, maintenant, c'est à ces jeunes-là d'être vraiment les meilleurs sur la Coupe d'Europe pour aller chercher leur place. Donc on voit un peu le parcours rouge qui a pris un peu l'avantage de, pas forcément de la technique, mais surtout un peu de la vitesse. Bien qu'au niveau technique, il est beaucoup plus sobre au niveau des bras. Et je pense que ça va jouer dans le jugement, parce qu'il faut savoir que les juges techniques vont juger 3 critères. La sobriété du haut du corps, donc il ne faut pas que le haut du corps bouge, ni la tête ni les bras, donc il ne faut pas que les bras aillent normalement à droite, à gauche ou devant, derrière, il faut qu'ils restent placés. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le jeu vertical, donc c'est la faculté de monter et de descendre les genoux pour coller le terrain. Donc c'est pour ça que chaque skieur a des genouillères, c'est pour amplifier ce phénomène. Donc voilà, on voit par exemple sur l'image là les genoux qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et c'est vrai que sans genouillère on a l'impression que ça va être trop facile pour eux. Donc c'est pour ça que les bosseurs ont des genouillères. Et puis après le 3e critère c'est le carving, donc ça veut dire qu'il faut que chaque virage soit arrondi et que ce soit pas dérapé ou aller glisser pour taper avec les talons le fond de la bosse. Donc c'est le parcours rouge qui gagne, ce qui était prévu. Le 6e de ces qualifications qui passe. Olofsson. Donc voilà, nous avons donc la fameuse famille anglaise, les Gerken-Schofield de Châtel, qui en fait sont français comme vous et moi au niveau du langage. Les plus français de nos amis britanniques. Au niveau de l'éducation, puisqu'ils ont tous été dans les écoles françaises, dans l'école française de ski de boss avec le club des sports d'Évian-Châtel. Et voilà, donc après ils sont en cours de naturalisation pour rejoindre l'équipe de France. Et c'est pour ça, si vous regardez bien, ils ont aussi la tenue de l'équipe de France, parce qu'ils s'entraînent avec nous depuis très longtemps. Donc on est forcément avec eux. Et c'est parti donc
face à un autre Suédois, Edvin Hellqvist. Thomas Backfull, donc le Suédois Nico. Bon, Thomas a fait un petit écart en réception. Maintenant, il a un peu pris de vitesse. Une faute, ça reste bien cher parce que le Suédois n'en a pas fait de son côté, donc ça fait déjà 2 fautes pour Thomas. Maintenant, bon, on va voir si la différence de temps est de supérieure à 0,75, on n'a pas l'information, peut-être que ça peut passer, sinon ça risque d'être un peu dur parce que c'est 2 petites fautes qui se coûtent cher à ce niveau-là de la compétition. Ils peuvent, alors après, au niveau, voilà, on a vu cette celle-là. Après, il faut vraiment analyser les 2 sauts. Un beau backflip, cross. Ah, c'est bon pour Thomas. C'est bien, c'est passé. On a eu l'info en direct. Voilà Thomas qui se qualifie en quart de finale. Il reste donc cette huitième de finale. Oui, donc un Suédois qui a fait 2e des qualifications, qui devrait s'en sortir facilement par rapport au Suisse Giacomo. Maintenant, ça c'est la théorie, hein. En duel tout peut se passer. Donc, avec pourtant quelques drapeaux suisses qui ont fait le déplacement dans cette aire d'arrivée. C'est vrai qu'on n'est pas loin de la ligne. Giacomo, oui, il est parti à fond. Hein. Mais on voit quand même que la technique du Suisse, voilà, elle ne tient pas forcément la route. Enfin, même avant cette faute-là, on voyait quand même de gros défauts de tête, de gros défauts de bras, donc par rapport à la sobriété du haut du corps, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, le Suédois, en fait. Mais il faut faire attention parce que le Suédois, je pense qu'il a vraiment sous-estimé le Suisse au départ pour assurer, et ça a failli lui faire tout drôle quand même. Parce que quand on se met 10 mètres, après dans la tête c'est plus pareil, on se dit il faut que j'accélère, et on pense plus trop au ski qu'on a à faire, et ça peut être dangereux. En tout cas, on les voit, hein, tous ces jeunes qui s'auto-congratulent une fois arrivés en bas. C'est vrai que c'est une belle famille, c'est une petite famille, les ski de boss dans le ski freestyle. Ouais, c'est vrai que, bon, bien sûr qu'il y a de la rivalité, mais comme tout le monde fait le même sport, et c'est des sports un peu freestyle aussi, autant au niveau des coachs qu'au niveau des coureurs, il y a quand même une bonne entente. Il y a quelques soirées aussi qui sont pas mal, mais ouais, il y a quand même une bonne ambiance générale. Et ça, c'est agréable à vivre. Et ça fait plaisir, et c'est vrai qu'on voit le nombre, tous les concurrents qui ont le sourire aujourd'hui, quel que soit le résultat. Donc on passe aux filles. Donc avec l'autre plus française des Anglaises, Mikaela Gerkenschofield. Face à la Norvégienne, donc Nora Lodoen. Mais il faut faire attention aussi parce que toutes les filles qui sont dans le top 8 là, elles sont pas mal, donc il y a eu quand même pas mal de fautes sur les qualifications, donc toutes vont être dangereuses, autant sur les premiers tours des garçons avec les têtes de série, bon, pas forcément eu de gros problèmes, mais les filles là ça sera jamais gagné d'avance. Ça se joue donc dans un mouchoir de poche côté féminin. Oui, donc après forcément on va assister à des fautes parce qu'en duel sur le premier saut je pense qu'il va faire vraiment la différence, parce qu'à chaque fois il y a une fille qui va faire peut-être une faute, quelque chose comme ça, mais ça peut être très bien la tête de série qui peut faire cette faute là. Donc là voilà. Oh, okay. Voilà, la rouge, comme je vous avais dit, c'est vraiment la difficulté de cette piste, ce sont ses premières bosses, sachant que c'est 27-28 degrés sur réception là-haut, et avec de grosses bosses qui sont délicates à prendre et qui sont surtout gelées. Un gros salto de la part de l'anglaise. Voilà, donc bien mené. Voilà, exactement avec une faute de la norvégienne. Il n'y a pas photo. Elle va passer ce tour-là et arriver en demi-finale. On va attendre la note des juges. Et donc courant, on a encore une sœur, Gerkenschofield, qui s'élancera dans pas le prochain tour, celui d'après. Donc c'est la grande sœur. Fratrie très productive pour les équipes de France. Exactement. Donc on attend, le principe c'est d'attendre leurs 18 ans pour les naturaliser, parce que c'était un peu plus compliqué avant par rapport à la législation française. Mais c'est pas grave. On sait être patient là-dessus. Voilà. Allez, c'est parti dans le deuxième quart. Finalement, contre une Kazakh. Oula, donc un gros hélico de la part d'Allemand qui a quand même bien assez repris. Donc la particularité de la compétitrice de gauche, là, la Kazakh, elle est assez bien au niveau du corps, mais c'est une technique qui est un peu en dérapage pour nous.
backtock, backcross, backtock sur le parcours rouge, backcross sur le parcours bleu. Qui va prendre les pointins? C'est donc Sophie Wiz. À voir au niveau des juges. Il y a des fois des situations où les juges mettent vraiment du temps pour déterminer qui est le gagnant. Ça peut aller jusqu'à combien de temps? Non, en duel c'est assez court, parce que le juge chaud. Alors on n'a pas entendu le. Ah, c'est la bleu qui a gagné. Je pense que c'est aussi surtout par rapport au saut, parce que les sauts du parcours bleu étaient quand même bien mieux réalisés. Donc ça a dû jouer en faveur de la Kazakh. La Russe dans le parcours bleu face à Léonie Gierkenschoffield, l'anglaise dans le Donc la sœur de Makaela, de la famille Gierkenschoffield, au départ. Face à la Russe, Anastasia Kireva. Oh, son bâton est resté dans la porte, mais j'espère que ça va pas trop la pénaliser. Ouh là là là, oh là 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 là. Alors il faut savoir qu'il y a une règle en ski de boss, en duel, qui dit qu'on ne doit pas franchir les deux pieds sur le parcours de l'adversaire. Et là on voit très bien que, enfin on a vu que Makaela est allée poser les deux pieds en réception de saut de Léonie. Voilà, que Léonie. Et donc elle va être éliminée de ce round là, donc elle va forcément perdre. C'est dommage. Ah ouais, c'est dommage, c'est très très dommage, sachant que c'est une chose qu'on avait vue aussi à l'entraînement, cette faiblesse, et voilà, donc le pire est arrivé. Voilà, donc 25-0, ce qui est complètement normal. Il n'y a pas à discuter, c'est le règlement. On sent la déception chez Léonie. C'est vrai que, sachant que Léonie a fait 3e hier en single, elle a vraiment le niveau. Et donc pour la dernière quart de finale, opposons donc une Suédoise à une Russe. C'est parti. Il n'y a pas forcément de stop côté initial pour partir. Elles peuvent, les deux concurrents peuvent partir du même côté ou... Oui, donc après chaque parcours a au minimum deux lignes, et que chacune peut partir, comme on dit, les inters ou les externes. Donc là les deux ont choisi l'inter, donc c'est vrai qu'elles sont donc, du coup côte à côte. Ça peut être dangereux parce que si on a une qui commence à décaler, elle va rentrer dans l'eau, donc ça arrive parfois, mais il n'y a jamais vraiment de gravité. Ça se joue à vraiment pas grand chose. Là du coup en parlant, j'ai pas trop à analyser, mais c'est vrai que c'était quand même assez serré. On a eu deux filles avec à peu près le même temps, à peu près la même technique, à peu près les mêmes sons. Donc on va laisser les juges, et puis de toute façon il n'y a pas d'une française dedans, donc avec ici un salto avant, un salto arrière. Voilà, bon, même si le salto avant est moins bien exécuté, mais c'est surtout la technique là qui va jouer à mon avis. À voir ce que vous... C'est le parcours bleu qui l'emporte avec 14 points. Le Blue Course win with 14 points. Théa qui passe donc en demi-finale face à... Et donc voilà, c'est la Suédoise qui va finir en demi. Et voilà, petite remise aux normes de la piste avant de passer au quart de finale, messieurs. Avec encore toutes les chances côté tricolore. Puisque on compte donc au moins 3 Français plus Thomas Gierkenschoffield. Voilà, donc déjà on va forcément avoir un Français qui va arriver en demi-finale, puisqu'on a 2 Français là pour ces premiers quarts de finale, donc à savoir Nicolas Méchier et Nicolas Degache, de Tignes. Psychologiquement, alors c'est plus simple de concourir en double par rapport à quelqu'un qu'on connaît, ou justement ça rajoute un petit peu de pression, on attend peut-être plus de voir l'erreur. Bon, après c'est vrai que c'est stratégique, alors quand on connaît quelqu'un, si on l'a vraiment vu aux entraînements, si on sait que il fait tout le temps une faute sur tel boss, bon voilà, il peut y avoir une stratégie dans ce sens, mais moi par expérience en duel il faut y aller à 100% point barre, parce que la personne à côté, surtout quand on arrive sur les phases finales, bon, c'est vrai que si vous êtes dans les 3 meilleurs mondiaux et que vous tapez le 50e, bon, là vous pouvez vous permettre de mettre un peu de frein à main et d'avoir un run stratégique. Mais dès qu'on arrive vers les phases finales, non, il faut rien lâcher, il faut y aller à 100%. Et puis le problème, c'est que quand on fait un ski à 80-90%, on n'est pas à fond, et du coup c'est là qu'on fait des fautes. Donc par contre, quand on est à 100%, c'est là que tout se passe bien.
parce qu'on a un ski d'attaque et pas de défensif. Alors qu'on continue de voir le monde qui s'est déplacé, plus d'une centaine de personnes ici aujourd'hui dans la station d'Albier-Montrond, sous ces magnifiques aiguilles d'Arve qui surplombent la compétition. Voilà cette fameuse tête de chat, la septentrionale. Ça fait plaisir de voir la montagne comme ça, belle, blanche. Ouais, il manque 5-10 cm de blanc à droite et à gauche de la piste de bosse. Tant qu'à faire, si on nous laisse le choix. Mais il y a eu quand même un excellent travail de la part de la station en production de neige pour nous amener cette piste de bosse qui est bien jolie et bien technique. Allez. Et c'est reparti donc. C'est pas ce qu'on a au départ, donc il y a une erreur. Donc c'est bien Nicolas Messier qui est à gauche et pas Johannes. Donc, le duel franco-français pour ce premier quart sont en place. Nicolas Messier qui avait fini premier de ses qualifications ce matin. C'est parti en même temps. Baclay, enfin backcross tous les deux, donc un arrêt braquage. Faute du côté de Degache. Voilà, donc il va certainement lui être fatal si Nicolas Messier reste debout, ce qui est le cas pour l'instant. 10 spins parfaitement belle amplitude de Nicolas à gauche. Voilà, donc ça c'est une victoire assurée. Et c'est donc le parcours bleu, c'est Nicolas Messier qui prendra les pointants. Le premier des qualifs qui passe en premier pour les demi, ce qui est logique. Il confirme bien sa bonne forme de début de saison, j'ai l'impression. Oui, alors Nicolas, c'est vrai qu'il commence à vieillir. Donc c'est un coureur comme Gaël Guédon qui normalement devrait être en Coupe du Monde par rapport à leur âge, mais qui n'ont jamais franchi le cap. Donc ils sont un peu entre deux, c'est-à-dire qu'ils sont dans les meilleures Coupes d'Europe, mais par rapport à leur âge, on ne leur demande pas d'aller en Coupe du Monde pour faire des 30-40e places, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est pour ça que c'est un peu délicat à gérer. Donc Gaël Guédon qu'on va voir tout de suite avec le Suédois. Donc en rouge, notre Français. Face donc à Anton Axeli qui avait réalisé un très très beau run face à Thibaut Mouille dans ses 8e. Allez, c'est parti. Donc un meilleur départ de la part de Gaël. Maintenant ils sortent en même temps que les sauts, donc et ça accélère là et voilà. Donc ça qu'on appelle, c'est pas l'intox, mais bon, ouais. Il faut pas se laisser déconcentrer. Non, mais normalement, bon, il n'y a pas photo. Voilà, si Gaël arrive en bas, il aura gagné parce que des tout droits comme ça sur 3-4 portes et une dizaine de bosses, voilà, non, les juges ne sont pas dupes. Donc, belle victoire là parce que il faut savoir que là c'était le jeu de la vitesse et il y en a un qui a tenu et pas l'autre. Bien joué donc pour le Français, pour Gaël Guédon, voilà, qui a trouvé son copain Nicolas Messier en demi-finale. Donc on aura forcément un Français en finale, ce qui est déjà pas mal. Mais... logiquement. Le gagnant d'hier, Yevgeny Jedrovic, le russe, dans le parcours rouge, face à Oscar. Donc maintenant là aussi ça va être un concours de vitesse, je pense, parce que les deux sont capables d'aller vite. Savoir qui va tenir le rythme. C'est vrai qu'il y a du gros niveau de chaque côté de cette belle piste de boss. Allez, c'est parti. Bac à droite, 10 spins à gauche. Donc après ce qu'il faut c'est vraiment se placer pour pouvoir être capable de skier ses bosses. Si on se prend en arrière, mais voilà, non, mais bon, même s'il se doit rattrape, voilà. il s'est fait embarquer par la vitesse et même s'il avait sauté, je pense que les juges, c'est ce qu'on appelle, je sais même plus le nom en anglais, mais c'est le fait d'aller tout droit sur plusieurs bosses, c'est vraiment une grosse pénalité de la part des juges techniques. Donc là, ça, tout le monde a vu. Donc même s'il était arrivé sur le deuxième saut, je pense pas que le Suédois aurait remporté cette manche, ce serait quand même le Russe. S'il avait sauté, il serait arrivé directement sur la ligne d'arrivée. Et aussi, ça peut être très dangereux. Et c'est ce qui est bon en duel, parce que voilà, c'est vraiment un combat.
Et c'est ce qui est plaisant. Tant qu'il n'y a pas de blessés, bien sûr, parce que là, on peut avoir aussi un énorme saut et que le mec se fracasse derrière, et puis qu'il y ait un arrêt de course pendant et une blessure grave. Donc, mais ce qui est bien attirant, c'est ça, c'est ce jeu-là et de faire sortir l'adversaire et pas forcément le fait que les deux arrivent en bas avec un bon run. Finalement, c'est un duel psychologique sans se regarder. Exactement. Alors avant, il y avait aussi des compétitions de fin de saison qui s'appelaient les Pro-Am. On va regarder quand même. Le run de Thomas. Voilà. Ah voilà, ah oui, parce que le Suédois a posé les fesses. À mon avis, voilà. C'est ce que je vais dire, à mon avis, il va pas tenir parce qu'il était un peu déséquilibré sur son placement. Il commençait à être en déséquilibre avant et là, ça allait vraiment très très dangereux. Donc voilà, Thomas a vu le Suédois sortir, donc c'est pour ça qu'il assure le deuxième saut. Et bravo Thomas. Bravo Thomas, Kerkenschuffield. Qui s'impose donc, complétant cette deuxième demi-finale avec 3 Français, ou en tout cas 2 Français et un Anglais, franco-britannique sur 4. C'est des stats comme on les aime. Exactement. Donc maintenant on va prier pour que Thomas sorte, notre ami suédois qu'on adore mais qu'on préférera voir derrière. Et on va retourner vers les filles. Donc avec sa sœur Makaela. Qui va donc s'élancer face à une Kazakh pour cette première demi. Ce qu'il y a de bien, c'est que le téléski à côté permet une rotation rapide. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'arrêt de course pour l'instant. Parfois, les rotations sont assez longues. Donc, entre chaque phase, on a 5 minutes d'attente, ce qui n'est pas le cas là, sur cette station. Donc, c'est agréable pour tout le monde. C'est vrai que ça enchaîne. Il n'y a pas de temps mort depuis le début. Alors, bon, peut-être qu'après, pour les finales, il y en aura un petit, mais si on peut s'en passer, ça sera mieux. Avec le soleil qui s'invite dans la partie, qui fait rayonner cette station d'Albier-Montron. Toujours agréable en janvier, quand on sait que au Canada, par exemple, l'équipe de France du monde, il fait moins 15, moins 20 degrés. On est quand même mieux ici. C'est pas les mêmes conditions, on est très très bien ici avec notre petit degré au-dessus de 0. Allez, Makaela dans le parcours bleu. C'est parti. Oh là 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 là. Tombé. Oh, alors là. Mais que s'est-il passé? Une faute de garde, peut-être un peu trop rendu peut-être, mais j'espère que c'est pas grave parce que là on va pas se relever. Non, ça va. Du coup, la Kazakh qui déroule, posant sans trop de difficultés. Malheureusement, le parcours bleu a chuté. Donc on n'a pas l'image là. Si, le ski a fait un saut. Ça aurait pu être dangereux pour la Kazakh. Le ski a fait un saut qui a déstabilisé la Kazakh. Mais on n'en sait pas plus. Alors peut-être que sur un virage, le ski est parti. Hein. C'est possible. Hein, mais, ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est le sport, mais... On connaît déjà cette première finaliste du côté des dames avec la Kazakh Amrenova. Et donc Makaela va remonter aussi au départ pour jouer la 3e place quand même. Pour la petite finale, tout à fait. Donc elle peut encore sauver son podium. Et donc, on attend bien évidemment que les compétiteurs se préparent. On voit Fabien Ravier, le chef de compétition, c'est la personne qui a construit cette magnifique piste, qui était l'ancien coach de Méribel, originaire de La Plagne. Bon, je ne vais pas vous donner son pedigree complet, mais voilà. Histoire de faire un petit coucou, car il a fait un gros travail sur cette piste. On peut remarquer la population à la buvette qui fait aussi partie du charme de cette compétition, parce que le ski de boss aussi ça doit être une fête, donc c'est toujours agréable de voir aussi des gens faire la fête en même temps de regarder ce spectacle
Allez, alors qu'on va s'élancer donc pour cette deuxième demi-finale féminine. C'est bon, on est prêt pour la deuxième demi-finale, voilà. Donc Anastasia Kireva, une Russe. Parcours rouge face à Thea Wahlberg, la Suédoise dans le parcours bleu. Et juste Allez, entrée, face à la Suédoise. Ready, red court, ready, tension. Deux écarts, donc ils n'ont pas pris de risque, ni l'une ni l'autre, pour être sûr de passer les deux, de passer le cap de cette réception. Donc après techniquement, bon, je pencherai un peu plus sur la Russe qui est un peu plus posée. Sachant que la Suédoise balance un peu plus les bras. Oh là là, non, là les deux mains par terre par rapport à la jeune Russe vont lui être fatales à mon avis, puisque non seulement elle va être pénalisée par le juge saut, mais aussi par les juges techniques. Le rouge qui va quand même prendre les points de temps, c'est Anastasia Kireva qui va prendre les points de temps de ce run. J'attends le verdict du jury pour savoir qui va on va attendre la décision des 5 juges, mais il semblerait que... Oui, non, mais là il y aura pas de photo là. Puisqu'en plus après elle va tout droit pendant 2 bosses, donc voilà. Donc victoire du bleu de la Suédoise. Allez, c'est donc Thea Wahlberg qui va rencontrer Ayloun Amrenova en finale, en petite finale. Et alors qu'on va donc s'élancer petit à petit, on va se diriger vers les demi-finales, messieurs. Ouais, donc là on aura peut-être un temps d'arrêt, parce que c'est vrai qu'en règle générale, on va avoir d'abord... Ah non, peut-être que les messieurs seront dire au départ. Parce que j'allais dire qu'il fallait attendre que les 3/4e places soient tout au départ, notamment les filles. Et comme on avait le dernier round des filles qui venait de passer, il fallait attendre au moins 5 petites minutes. Sachant qu'on a aussi évoqué tout à l'heure l'accessibilité du téléski, qui est vraisemblablement un petit problème ces dernières minutes, empêchant certains coureurs de remonter au portillon de départ. On va donc patienter quelques minutes avant la reprise de cette compétition. Mais c'est vrai qu'elle reste belle, cette piste d'Albier-Montrond. Belle en fonction des conditions. Et donc au niveau pro, il y a un petit peu plus de longueur qui se situe où généralement? C'est l'espace entre les deux sauts qui est rallongé ou... Alors il faut savoir que là cette piste elle fait donc 210 mètres de long. Et une piste de coup de Munon en général fait en moyenne 240 mètres. Donc c'est vrai que comme disait Gilles Tessier tout à l'heure, il lui manque une petite trentaine de mètres. Et surtout c'est au niveau de la pente, c'est-à-dire que là sur le départ jusqu'à à peu près la moitié de la piste on a environ 27 degrés, ce qui est très bien pour une Coupe du Monde. Et après on va sur du 22 degrés, donc ce qui commence à être un peu limite. Donc ça va bien pour les jeunes, pour la Coupe d'Europe, et c'est plus sécurisant pour tout le monde. Mais des coureurs en Coupe du Monde ici, on verrait pas assez les différences techniques entre chaque coureur. Donc c'est pour ça que si Albier veut faire une Coupe du Monde dans les prochaines années, ce qui est un peu aussi l'intention, donc il va falloir sortir une piste avec du 27 degrés régulier, voire plus, parce que nous ça nous intéresse aussi plus d'avoir des pistes techniques pour le sport, et nous Français on s'en sort aussi assez bien plus quand les pistes sont raides. Donc voilà, ça va être encore un travail à faire entre nous, Fédération Française de Ski et la station, pour trouver le meilleur moyen de sortir cette piste. Donc ça peut être aussi sur ce secteur-là, mais ça peut être aussi ailleurs. Donc voilà. Mais ce qu'il y a de bien ici, c'est que cette piste, elle arrive sur un parking, elle arrive. Donc les spectateurs sont pas obligés d'arriver en ski. Ils se garent et ils font quelques mètres et ils sont directement dans l'aire d'arrivée. Donc ce qui est appréciable. Et c'est propre à nos stations françaises, puisque sur les quelques stations justement qui ont pu accueillir des Coupes du Monde de boss, c'était également le cas, je pense à Megève, Côte 2000, qui a l'habitude de ce genre d'événement. Tignes aussi, Tignes a une petite boss qui arrive sur un parking. La Plagne à l'époque, je dis à l'époque parce qu'il y a 2 pistes de boss, une super raide à Plaine Belle Côte qui arrivait aussi au cœur de la station, et dernièrement ils ont fait des Coupes du Monde en duel qui était produite sur le stade de Plaine Centre et qui arrivait aussi au cœur de la station. Mais c'est vraiment aussi par rapport à une Coupe du Monde, souvent aussi un direct TV international, et par rapport à la régie télé, il faut un gros camion qui doit se garer juste à côté. Donc si vous mettez une piste de boss à 1 km, forcément, voilà, pour tirer les caps, c'est pas évident. Allez, on retrouve nos deux Français donc en demi-finale, Nicolas Messier et Gaël Guédon. Voilà, c'est toujours Nicolas Messier, mais pas Johannes, je sais pas quoi. Mais bon. Allez, qui se prépare, qui s'élance, lequel va arriver jusqu'au stade de la finale. Et c'est parti.
C'est parti, donc un léger meilleur départ de la part de Gaël Guédon. Donc C'est groupé, c'est propre. voilà, donc les deux, Ça va vite. Voilà. Maintenant, Messier récupère le temps. Et à mon avis, ça sera son avantage puisqu'il reste placé. Gaël se met un peu en arrière, donc fait un peu des fautes de pied. Un meilleur saut de la part de Nicolas Messier à mon avis. Et au niveau du temps, ça je le sais pas puisque ils sont assez proches. Donc, seule la cellule va pouvoir le dire. Très beau run de chaque côté en tout cas. Voilà. Bon, à mon avis, par rapport au ski, je mettrais un plus pour le parcours bleu. Mais ça, c'est mon avis. Et On va attendre de voir si les juges te donnent raison. ouais, non, mais même au niveau des sauts, normalement, Nicolas Messier a produit de meilleurs sauts. Et là, on voit pas qui garde le printemps. Qui de Gaël et Nicolas Jouer va passer en finale, qui va se retrouver peu en de choses. finale. C'est des longs moments de solitude là d'attendre le score. C'est le parcours rouge, Gaël Ah non, Guédon qui et se c'est qualifie en rouge. finale, on peut l'applaudir. Du coup pour Gaël. Donc il a dû avoir à mon avis le printemps déjà, ce qui est aussi un petit avantage quand c'est quand même serré. Donc Gaël Guédon, 4e ce matin des qualifications, qui se classe donc devant Nicolas Messier pour atteindre la finale. Nicolas qu'on retrouvera donc en petite finale tout à l'heure. Passer à la deuxième demi-finale avec le Russe qui a remporté sa compétition hier, la première Coupe d'Europe d'Albier de la saison 2017. notre Anglais, Jedrovic, Thomas Gerkenschwefil contre le Russe qui a gagné hier l'épreuve des singles. Un sacré client. Il va falloir être fort. Il a prouvé tout au long de la journée qu'il pouvait être présent, qu'il était solide sur ses appuis. On est en direct sur TV8 Mont-Blanc. Beaucoup de logistique pour cette compétition. N'hésitez pas à faire du bruit pour encourager tous ces compétiteurs. C'est les futurs meilleurs au monde qui sont en train de descendre sur cette piste à Albier. Ça se prépare. C'est vrai que psychologiquement, ça commence à être pesant pour ces athlètes. Ouais, et puis après, il faut savoir qu'ils ont eu 5-6 runs d'échauffement, les qualifications, 1 ou 2 runs d'échauffement en plus, ça en fait dans les pattes. Hein. Thomas est parti légèrement derrière, un bac, c'est propre. Ouais, donc le Russe reste propre, Thomas rattrape, mais bon, avec beaucoup de fautes de pied à mon avis, et non, là il arrive trop vite. Il arrive trop vite sur le premier saut, il préfère, oui, il a choisi l'efficacité au style. Thomas Gerkenschwefil qui prend les pointants. On va attendre la note. Voilà, donc même si le Russe fait une faute en réception de deuxième saut, donc par rapport à la sobriété qu'il a su garder dans son ski tout au long du parcours par rapport à Thomas qui était désuni sur plus de la moitié et qui fait un saut de secours sur le deuxième saut. Voilà. D'accord, c'est pas du tout ce qu'il avait prévu initialement pour son deuxième saut. Non. Donc voilà, c'est confirmé, le Russe remporte cette manche. Nicolas Messier en petite finale. C'est donc acté. Gaël Guédon face au Russe Evgeny pour cette finale. Voilà, une petite finale entre Thomas Gerkenschwefil Et Nicolas Messier. Ben voilà, nos filles sont au départ. Donc là, on va assister à la place de 3 et 4. Allez, toujours un podium qui se joue sur cette petite finale. Le suspense reste entier quant aux chances de podium pour une Française. Dans le parcours rouge. Donc Makaela Lang, la franco-anglaise, bientôt que franco, Sur la gauche de votre écran. dans le parcours bleu. Allez. Elle assure, c'est le premier virage. Hélico-cross pour Makaela et c'est l'écart pour la Russe, mais qui tombe, je sais pas comment, puisque voilà. Il n'y a pas trop de raison à ce niveau-là, puisqu'elle avait déjà bien freiné après son saut. Voilà, donc Makaela là qui assure, voilà, il prend pas de risque, et qui va chercher au bout. Place, bravo.
Et c'est donc au moins déjà un podium pour la Britannique de Châtel en Chablais. C'est donc Makaïla qui va prendre les points de temps. Va-t-elle prendre la troisième place sur le podium de cette petite finale? Et c'est bien Makaïla qui prendra la troisième place. Bon salto arrière, bien posé en bas. 21 points à 4. Il a joué la sécurité sur cette fin de parcours. Oui, bah, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Déjà un début de podium avec Makaïla. Parfois, il y a des coureurs qui font le show. Mais voilà, il faut. La saison est longue derrière. Hein. Donc il faut aussi à un moment pas prendre de risques. Et nous voilà à cette finale féminine. Donc la Kazakh contre la Suédoise. La Suédoise que Théa. Les juges qui sont prêts en bas pour cette finale, je vous demander qui sont Ayouloum Amrinova, la Kazakh dans le parcours rouge face à Théa Walberg, la Suédoise dans le parcours bleu. Pourtant c'est marrant, on voit vraiment que cette piste est relativement assez raide. Tu me dis que c'est pas assez raide pour convenir à la technique française. Alors en fait, la première partie est raide. Donc jusqu'à à peu près la moitié, ça va, c'est du 27 degrés, avec aussi une neige assez dure. Alors qu'on a vu la Kazakh qui s'est arrêtée net. Donc c'est pas de bon augure pour remporter cette manche par rapport à la Suédoise qui établit un ski assez propre. Bon, avec un peu les bras qui bougent, qui remontent, mais bon, ça va pas la pénaliser par rapport à l'énorme faute qu'a produit la Kazakh. Voilà. Une fois c'est propre. Bravo à la Suédoise, Théa Walberg On va attendre la note finale du jury. qui remporte à mon avis cette deuxième étape de Coupe d'Europe. Enfin, première en duel mais deuxième du circuit, puisque hier on avait la première étape en single, sachant que on peut avoir des courses en single et en duel, mais le classement général reste le même. Donc voilà, il n'y a pas de classement spécifique single ou classement spécifique duel. Seul au championnat du monde il y a une épreuve en duel, une épreuve en single, ce qui détermine 2 champions du monde, mais sur les circuits les courses sont mélangées. Ce qui est également le cas sur les Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques, uniquement l'épreuve de single est olympique. Il n'y a pas de duel encore. Certaines fédérations se battent pour avoir une deuxième discipline olympique dans ski de boss, pour avoir le duel. Donc, auquel cas, il y aurait 2 épreuves, un champion olympique single, un champion olympique en duel, comme vous avez aussi en biathlon. Beaucoup d'épreuves, hein. C'est pour ça aussi qu'en biathlon vous avez aussi énormément de médailles, parce que chaque personne peut faire beaucoup d'épreuves. En ski de boss il n'y en a qu'une, voilà. Donc on se bat pour qu'il y en ait 2, mais c'est pas aussi impossible que le CIO nous dise un jour non, nous on voudrait que finalement il n'y ait que des finales en duel. Ça peut aussi arriver, donc on s'y prépare. On est à l'abri de rien. Voilà. Mais pour moi, c'est vrai que le spectacle du duel est bien mieux que le single, puisque c'est un combat, donc rien n'est gagné. Il faut y aller, il y a de la stratégie, il faut sortir l'autre, il faut toujours être devant. Et c'est un ski qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus spectaculaire. Et surtout, c'est que comme on essaie de pousser l'autre à la faute, il y a forcément une différence. C'est très rare quand il y a des runs qui soient vraiment similaires et que les juges doivent départager. Il y a forcément un qui va faire une grosse faute ou une moyenne faute, ce qui va automatiquement départager les 2 compétiteurs. Donc c'est quand même un peu plus objectif au niveau du jugement. Et c'est pour ça que la Fédération internationale de ski aussi travaille sur une nouvelle méthode de jugement, un peu plus objective, avec des juges sauts spécifiques. Il faut savoir que le problème aujourd'hui à haut niveau, c'est quand les 2 personnes vont faire exécuter les sauts en même temps. Donc c'est difficile pour chaque juge de juger 2 sauts en même temps. Donc là, il y a une méthode, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais voilà, qui est en route pour pallier à ce problème. Et là, on aura peut-être une méthode de jugement un peu plus objective sur le duel. Ou en tout cas sur les hautes strates de la Coupe du Monde, nos Français qui s'en sortent très très bien en ce moment. Oui, alors avec une belle équipe de France qui est pas énorme en quantité, mais qui est bien en qualité. Donc l'année dernière, on avait le 3e mondial, à savoir Ben Cavet, la 3e mondiale, à savoir Perrine Lafont, et l'année d'avant, le champion du monde, à savoir Anthony Bénin.
Donc de très beaux résultats de la part de cette petite équipe par la quantité. Et cette année, donc nous sommes 4e mondial chez les hommes, 3e chez les filles. Mais la saison n'est pas finie et on a régulièrement beaucoup de podiums. Donc ce qui est agréable. C'est vrai qu'on a eu des grands noms de la discipline quand même qui ont mené cette équipe de France. Je pense à Guilbault, je pense à Anthony, qui a été vraiment des grandes figures. Est-ce que concrètement maintenant le passage de relais est assuré? Il y a des petits jeunes qui ont les dents longues qui pointent derrière? Oui, déjà de toute façon les jeunes qui sont en place, à savoir Benjamin Cavet et Perrine Lafont, ont encore une longue carrière devant eux, donc on parle de 4-5 ans voire plus. Ils sont déjà au top niveau, donc eux il va falloir compter sur eux pendant encore pas mal d'années. Et le rôle de ces jeunes là qui arrivent, c'est d'aller décrocher des places et d'ici 3-4 ans être sur les podiums régulièrement en Coupe du Monde. Sachant qu'on a aussi quelques jeunes qui sont actuellement sur la Coupe du Monde, donc qui font des 30e places aujourd'hui, mais qui ont comme objectif d'être régulièrement dans les 10 d'ici 1 ou 2 ans. Donc oui, on a de la matière régulière qui arrive et qui est là pour pérenniser les bons résultats de cette équipe. Donc nous avons la petite finale qui se prépare avec Nicolas Messier, donc Nicolas Messier à gauche de l'écran et Thomas Kirkenschofil, l'anglais français, à droite. Backfull à droite, Baclay à gauche. Donc Nicolas Messier a toute entrée était bien placée pour accélérer. Nicolas a un peu les pieds devant, mais Nicolas Messier fait une faute, 2 fautes. Ah là, c'est difficile. Aïe. Bon, au moins il n'y aura pas photo. Voilà. Mais c'est ça qui est bon, c'est qu'il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de chute. C'est un combat. Alors que Nicolas avait réalisé le plus dur. Il ne fallait pas qu'il essaye d'accélérer plus. Il a joué le tout pour le tout sur cette fin de manche. Parce que ce serait, même si le compétiteur de droite, là, Thomas Kirkenschofil, est allé plus vite, si on analyse bien sa technique, il est légèrement les pieds devant, et légèrement les pieds écartés, chaque boss le tape, donc chaque boss c'est une petite faute, donc là les juges ont vu ça. Donc il fallait pas s'inquiéter plus que ça, mais bon, c'est vrai que Nicolas à côté voyait pas forcément toute cette petite faute. Ce qui fait quand même en tout cas 2 tricolores de sur la boîte en cette fin de journée. Voilà, le franco britannique, voilà, qui va être 3e, Nicolas Messier 4e. Encore et maintenant Gaël Guédon sur le parcours bleu qui peut faire la différence donc face aux Russes Evgeny. C'est bon, on fait signe, on est pris. On va faire du bruit pour Gaël, je compte sur vous. Toute la descente, faites du bruit. Ce skieur d'expérience, Gaël Guédon. Red course, ready, attention, du bruit. Voilà. Le Russe a un léger avantage. Donc un loop à gauche, un back à droite. Donc c'est assez placé pour les deux. Gaël qui est un peu bas. Le Russe, donc le Russe a fait des fautes, ça devrait être un avantage pour Gaël. Un énorme saut pour le Russe qui va. C'est fini, bravo Gaël. C'est fait. Voilà. Bravo Gaël Guédon. C'est ça le duel. Et ce qui est vrai, c'est que si on a un ski de single comme ça, le Russe aurait été devant. Parce que Gaël avait un ski rapide, mais bas. Donc c'est-à-dire qu'en single, il n'aurait pas eu une note exceptionnelle par rapport au ski qui a pu effectuer le Russe. Mais comme le Russe, il était quand même, il a été un peu largué par la vitesse, il a fait des fautes, il a dû faire un énorme saut sur le bas qu'il n'a pas pu réceptionner, et voilà. Donc le duel ne pardonne pas à ce niveau-là. Alors que le public s'était donc déplacé en nombre, même sur les côtés de cette piste d'Albier-Montrond. Et on va se retrouver dans quelques instants à côté de cette raquette d'arrivée avec l'installation des podiums et pour retrouver quelques invités. Après cette superbe compétition, et comme on le disait il y a quelques minutes en amont, juste avant le départ, ça a été du beau spectacle quand même. On a pu voir des très très beaux runs ici réalisés par tous ces jeunes qui ont donc entre 15 et 18 ans pour la plupart. Ouais, voilà, donc les deux qu'on a vus à la fin, donc Gaël Guédon et Nicolas Messier sont un peu plus vieux, mais sinon en général, voilà, 15, 18, 15, 19, c'est à peu près la moyenne d'âge de ces compétiteurs qui font leurs armes internationales afin de gagner des places en Coupe du Monde, et en général on va en Coupe du Monde entre 18 et 20 ans. Et ce sont
sur ces quelques images du public qu'on va quitter notre petit bureau face à cette superbe piste pour rejoindre l'aire d'arrivée d'ici quelques minutes en préparation des podiums. Voilà, d'ici quelques instants, une petite demi-heure, un petit quart d'heure, on ne sait pas trop le temps de se mettre en place. Il y aura la remise des prix dans la raquette d'arrivée. Restez pour applaudir la France quand même, vainqueur de cette Coupe d'Europe aujourd'hui. On a quand même un Français qui est premier et un Français quatrième, c'est pas mal là quand même. C'est moi le gagnant. À tout moment, gros. Ah, on peut descendre par là? J'ai le micro-perche, j'ai la perche. Bon, on le fait à la perche, il a la perche. Allez, on fait la perche. Ça doit être une grande fierté quand même de remporter ce parcours très exigeant à Albier-Montrond, à la maison en France. Bah ouais, surtout qu'il y a la télé, il y a du monde, c'est cool. Mais où est-ce qu'on a fait la différence sur un parcours aussi technique? Bah sur le saut du bas, je savais que le dernier contre qui j'étais, le russe, là il avait un point faible, c'était son saut du bas, du coup je l'ai poussé à la faute et ça a marché. En même temps, est-ce que c'est pas la bonne tactique justement d'aller pousser l'autre à la faute? C'est ça le Bah plan, c'est non? ça, ouais c'est ça, faut trouver le point faible et soit c'est en haut, soit c'est au milieu, soit c'est en bas et voilà. On sentait l'équipe de France prête à rentrer dans le top 10, ils ne s'attendaient pas à aller aussi haut sur le podium. C'est une très bonne nouvelle, non? Ouais c'est cool, je suis vraiment content. Le travail paye, le rendez-vous, ça va être où maintenant? La prochaine c'est en Autriche il me semble, dans 3 semaines. Est-ce que ce parcours il n'est pas vraiment digne de ce que l'on peut voir par exemple sur une Coupe du Monde? Ouais, il y a 2-3 petites erreurs à corriger, par exemple l'axe des sauts, mais ça reste quand même vraiment une bonne piste. Albier-Montrond, c'est devenu un rendez-vous incontournable dans le tournoi, dans le championnat européen, dans la Coupe d'Europe. Ouais, c'est sûr, il y a tout le temps du monde et une bonne ambiance, c'est un bon rendez-vous. Ouais. Un remerciement à passer? Pas spécialement. Même pas maman, rien? Bravo Benjamin Cavet pour sa 3e place hier en Coupe du Monde et c'est tout. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc sur cette raquette d'arrivée avec donc une très très belle épreuve et avec nous ici Émilie Bonivard. Bonjour, vous êtes vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est vrai que des événements comme celui-ci c'est important, ne serait-ce que pour le rayonnement de notre région à l'international. Tout à fait, on est heureux et je remercie la Fédération française de ski qui organise des disciplines dans toutes les glisses ici et qui s'efforce d'organiser de très belles épreuves. Coupe d'Europe ici à Albier, en Maurienne avec de beaux projets, c'est une grande chance et un grand merci à la Fédération pour choisir les stations aussi de Maurienne ici à Albier pour ces belles épreuves de Coupe d'Europe et sur une discipline difficile, exigeante et une très très belle discipline qui doit être représentée aussi à d'autres moments qu'au seul moment des Jeux Olympiques. Donc un grand merci. Michel Boulard, je me tourne vers vous, sénateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'exemple même de ce que peut être la plus belle des cartes de visite de notre territoire. Ah, c'est une très belle carte de visite. D'abord, il faut féliciter les organisateurs parce que c'est vrai que ça demande un gros travail de préparation, surtout dans les conditions d'enneigement de cette année dont on sait qu'elles sont plus difficiles. Mais il y avait déjà, je veux dire, un travail qui avait été fait avec l'organisation d'autres épreuves dans la même discipline. Donc là, on est au top de ce qui pouvait être fait. Ça montre la capacité d'une station moyenne à organiser de grandes épreuves. Ça montre aussi que le département de la Savoie reste attaché à l'événementiel autour des grandes manifestations autour du ski. Puis moi, je veux bien évidemment féliciter le vainqueur. Bon, nous sommes heureux avec Émilie Bonivard, la vice-présidente de la région, avec le maire, avec tous les élus nombreux qui sont ici, d'avoir pu assister à une victoire française qui montre aussi le travail qui est porté par la fédération sur l'ensemble des disciplines de glisse depuis quelques années. Alors on va vous laisser repartir à vos obligations puisque on vous retrouve sur le podium d'ici quelques instants. Et je vais poser une dernière question à Gilles. C'est vrai que
On l'a vu, c'était un grand spectacle aujourd'hui, une belle réussite et avec en plus une victoire française. Que demande le peuple? Bon, on a tout pour être heureux, effectivement. Il fallait vraiment réussir cette épreuve à Albier parce que tout le travail qui avait été fait, et on attendait après ça parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves annulées. Donc magnifique épreuve. C'est sûr qu'au niveau de la France, on est très content parce que non seulement il y a un vainqueur français, mais on avait quand même 7 Français ou franco-anglais en finale chez les garçons, 2 chez les dames. Donc une réussite parfaite au niveau du groupe. Et donc on sent qu'on est sur le bon chemin, que ce soit sur le plan sportif et sur le plan organisationnel. Donc là vraiment aujourd'hui, je suis comblé. Et puis je crois que on a fait à la fois un beau cadeau à Albier et Albier a fait un beau cadeau au ski de boss. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on l'a derrière nous, cette très belle piste, ça prouve une fois encore le savoir-faire français. Quant au côté organisationnel, vous en parliez il y a quelques instants, de l'organisation de toutes ces Coupes d'Europe, de rendez-vous internationaux. Bien oui, nous on est très attachés à justement à organiser de belles courses parce que c'est grâce à ces courses que nos athlètes peuvent s'exprimer. C'est peut-être grâce à cela qu'actuellement le ski français est sur le devant de la scène dans beaucoup de disciplines. Il y a beaucoup de Coupes du Monde, de Coupes d'Europe, voire de FIS organisées en France. On essaye qu'elles le soient le mieux possible. De toute façon on voit bien, les étrangers par exemple ici vont rester toute la semaine en camp d'entraînement et vont venir même sur une petite Coupe de France samedi prochain ici à Albier. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient participer. Ça prouve la qualité de l'organisation et de la qualité de nos pistes. En tout cas pour vous, ça va s'enchaîner. La saison, elle est loin d'être finie. Sur les prochains événements, ça va s'enchaîner vite? Très vite, puisque dès demain matin, on bascule de l'autre côté du tunnel là, du Fréjus. On part à Bardonecchia. Et Bardonecchia, les Italiens nous ont demandé si on pouvait les aider à organiser un ski cross. Donc c'était une course qui était régulièrement organisée en France. Cette fois, c'est les Italiens qui l'organisent. C'est tout mon team qui va basculer avec moi de l'autre côté pour aider les Italiens à organiser cette course. Et justement, là, il y a aussi le savoir-faire français, même au-delà de nos frontières. Merci beaucoup Gilles. Merci à vous. Voilà, c'était un plaisir de vivre cette Coupe d'Europe en direct sur 8 Mont-Blanc avec vous. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à 13S Productions pour les moyens techniques, à Monsieur Favard pour la réalisation. Et on se quitte avec des belles images de la station. Et dans quelques minutes, peut-être les podiums qui vont arriver. Sans oublier, bien sûr, merci au comité de Savoie, organisateur de cette tournée Coupe d'Europe. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur notre antenne.